Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'actualité, on va parler de l'ISF Gate, l'affaire d'évasion fiscale qui a été révélée par Libération cette semaine, et on va voir comment les riches français ont optimisé au Canada à l'aide de trusts pour répondre à la question est-ce que le trust est l'arme d'optimisation fiscale des riches et surtout comment cela fonctionne. En effet, il faut savoir que le mardi 14 décembre, le journal Libération a révélé un scandale d'évasion fiscale, l'argent perdu de l'ISF, comment de riches familles et des industriels français auraient mis à l'abri depuis plus de 10 ans près de 4 milliards d'euros au Canada via un ingénieux système de trust. On avait déjà parlé de Libération, on avait déjà fait une vidéo sur les connaissances poussées de Libération en matière d'optimisation fiscale, notamment à travers la vidéo La honteuse optimisation fiscale d'Éric Zemmour. On vous mettra le lien en haut à droite si cela vous intéresse sur notre chaîne. Et nous avions vu lors de cette vidéo qu'il fallait tout de même prendre des pinces sur les propos de Libération quelquefois. Si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas, et elle est importante pour mieux comprendre l'article parce que toute la vidéo d'aujourd'hui va être basée sur l'article. Les mécanismes derrière cette affaire d'évasion fiscale supposée, c'est le trust. Donc le trust, on va d'abord déterminer ce que c'est, quel outil juridique c'est exactement. Avant de faire et de rentrer dans le détail, les rappels habituels, nous rappelons que le Borderless Entrepreneur, qui est notre programme d'expatriation, de structuration à l'international pour les entrepreneurs qui souhaitent se développer à l'étranger, vous pouvez le rejoindre. La V3 elle va être disponible dans quelques semaines, sans surcoût pour les membres actuels, mais pour ceux qui rejoindront lors du passage à V3, il va avoir une augmentation du prix, donc autant le rejoindre maintenant. Le cercle AH Entrepreneur, c'est un futur cercle privé d'entrepreneurs pour développer leur business à la fois sur Internet qu'en dehors et souhaitant réinvestir de manière intelligente et de manière optimale et de regrouper tout ça dans un cercle privé. Tu peux t'inscrire également à la newsletter du samedi. C'est une newsletter d'informations complémentaires sur les sujets qui sont traités sur YouTube pour apporter plus de valeur gratuitement dans ta boîte mail et le tout sans publicité. Tu peux également rejoindre notre groupe Telegram qui compte près de 1700 membres avec du contenu et de l'échange exclusif et tu pourras participer au choix des vidéos de la communauté qui est une vidéo qui sera faite pour la communauté ou du podcast de la communauté également. Tous les liens se trouvent sous la vidéo, dans la description. N'hésite pas à rejoindre. Donc, comment va se décomposer cette vidéo? Elle va se décomposer en plusieurs parties. Elle va se décomposer dans une première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un trust et comment cela fonctionne? C'est un outil qui n'est pas commun en France, qui n'est pas commun dans le monde francophone de manière générale, qui est très commun dans le monde anglo-saxon et américain. On va voir comment ça marche. On va s'intéresser ensuite à l'affaire ISF Gate en détail, en regardant les avantages du montage pour les clients, les failles dans la convention fiscale qui ont permis cette optimisation, les procédures et notamment la procédure pour empêcher la communication des informations à la France qui a été engagée au Canada. C'est pour cela que pour l'instant il n'y a aucune mise en examen car les informations sont bloquées et on va voir comment cela s'est fait. Et on parlera également d'un exemple d'actualité sur l'utilité du trust avec le trust Akram OG Trust. Donc, dans cette première partie, on va parler du trust. Le trust, c'est quoi exactement? Alors, le trust, il faut savoir que ce n'est pas une société et ce n'est pas un contrat. C'est une sorte d'hybride d'entente légale. Tout va se trouver dans le nom. Trust, qui en anglais signifie confiance. Cette forme d'entente juridique a été longtemps ignorée de la loi française. Elle a fait son apparition en 2007 à travers la jurisprudence et elle a été codifiée ensuite sous le nom de fiducie. Le trust, comme on l'a dit, est avant tout une attente légale. Son histoire, pour faire l'historique du trust et bien comprendre à quoi cela sert, cela va permettre de mieux comprendre. L'historique du trust remonte à l'époque médiévale, à l'époque des chevaliers principalement, qui partaient faire des croisades pendant plusieurs années sans être garantis de revenir, parce qu'ils partaient peut-être pour 5, 6, 7 ans, et avec le risque de ne pas revenir, dans une contrée lointaine. Et en fait, le chevalier, qui était généralement un seigneur, un propriétaire terrien, donc qui était la noblesse,
il allait confier ces tiers à un tiers de confiance, un ami généralement, qui allait s'en occuper pour le compte de ses héritiers, pour le compte des enfants du chevalier, et les terres reviendraient aux enfants lorsqu'ils auraient atteint la majorité. Le trust, il va pouvoir avoir plusieurs formes, et vous allez entendre différents types de trusts. Vous allez avoir tout d'abord ce qu'on appelle les trusts temporaires, ou qui sont appelés les trusts révocables, et dont le transfert de propriété est pour une période déterminée dans le temps. Et vous allez également avoir les trusts dits irrévocables qui entraînent un transfert de propriété au trust de manière définitive. Donc c'est très important de comprendre les deux formes, et également, pour bien comprendre la structure d'un trust et son contenu, la structure d'un trust va impliquer plusieurs personnes. La première personne va être ce qu'on appelle le constituant. Le constituant, c'est la personne qui va apporter ses biens au trust. Dans l'exemple médiéval qu'on a pris avant, c'est le chevalier. Vous allez avoir un administrateur qui est en anglais appelé le trustee, qui va être la personne qui va gérer les biens du trust. Dans l'exemple médiéval juste avant du chevalier, c'est l'ami qui va s'occuper des terres pour le compte d'un ou des bénéficiaires qui vont être les personnes qui vont bénéficier de ce trust et qui vont en avoir les fruits. Dans l'exemple du chevalier, c'est tout simplement les enfants. Aujourd'hui, vous pouvez ajouter une quatrième personne qui est généralement représentée par un avocat. Ça va être ce qu'on appelle un protector. Le rôle de ce protector est de vérifier le travail du trustee, de l'administrateur, pour vérifier qu'il gère bien les fonds, qu'il gère bien, dans le meilleur des intérêts possibles, le trust. Également, ce que vous allez pouvoir mettre dans le trust, vous allez pouvoir strictement tout mettre. Le contenu du trust peut être des immeubles, ça peut être des tableaux, ça peut être des actions de société, et tous ces biens que vous allez confier au trust vont être ce qu'on appelle le capital. Et ça, c'est très important pour bien comprendre ensuite l'affaire ISF Gate. Si ce capital va produire des revenus, si par exemple vous confiez un immeuble qui va générer des loyers, ou que vous allez mettre des actions qui vont générer des dividendes, les revenus seront les revenus du trust, tout simplement. Donc, un exemple français qui avait défrayé la chronique il y a quelques années et qui a fait connaître le trust en France, c'était le fameux trust de Johnny Hallyday, on y reviendra dessus, trust de Johnny Hallyday. Dans le cas du trust de Johnny Hallyday, le constituant c'était Johnny Hallyday, le capital c'était ses royalties de chansons, et le bénéficiaire c'était Laetitia Hallyday, et il avait déshérité ses enfants. Donc c'était un exemple qui avait défrayé la chronique, car il permettait de déshériter, chose qui n'est pas possible de faire en France. Si un sujet sur la succession, l'héritage vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans l'affaire ISF Gate. Là où tout va commencer. Ça va remonter à 1981, donc ça remonte il y a très longtemps. C'est notamment le fait d'un riche industriel français qui s'appelait descendant d'une dynastie, les Schlumberger, qui demande à son avocat fiscaliste de trouver une solution pour trouver un havre de paix fiscal pour échapper à un impôt qu'il considérait excessivement injuste. C'est ainsi que Libération présente le rôle de Jacques Leblévenec. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Qui est l'avocat, et Schlumberger, cette grande dynastie d'industriels français, va mandater cet avocat pour lui trouver ce havre de paix en ces temps horribles pour les entrepreneurs. 1981, il y a eu un événement qui a fait très très peur aux entrepreneurs. Car ce qui a fait peur à cette dynastie d'industriels, c'était cet épisode à la télé. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République. Ce 10 mai,
est un jour de joie. 51,7%. C'est un jour de joie pour des millions d'hommes et de femmes dans ce pays qui ne pouvaient plus continuer à vivre dans la société qui leur était faite. Également, l'élection de François Mitterrand en 1981, il est élu sur ce qu'on appelle le programme commun. Le programme commun, vous pouvez trouver des similitudes avec l'élection présidentielle de 2022, avec un certain Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé son programme « L'avenir en commun ». C'est un petit clin d'œil de Méluche, sans doute. Il faut comprendre que le programme de François Mitterrand en 1981, avec 110 propositions pour la France, va reprendre notamment un bon nombre de propositions de ce programme commun. Et ce programme commun est constitué, et ça sera également le cas du gouvernement de François Mitterrand avec des ministres communistes. Les jeunes entrepreneurs à cette époque, ils ont peur. Ce fut notamment le cas de Bernard Arnault, qui prit directement un avion pour les USA. D'autres entrepreneurs un peu plus âgés se disent que cela va être difficile, mais que ça va être une opportunité. Il faut savoir que c'est de ces années-là que les plus grandes fortunes françaises se sont constituées. On peut prendre l'exemple de François Pinault. François Pinault, le lendemain de l'élection de François Mitterrand, il est parti chez BMW, il a acheté la plus grosse BMW avec toutes les options pour soutenir son concessionnaire local, car il pensait que l'élection de François Mitterrand ferait que plus personne achèterait de grosses voitures. D'accord, vous avez vu le temps qu'il fait? Mais je te fous les temps qu'il fait, ma pauvre! Marrante, putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Donc, mettez-vous dans la tête en 1981 de riches personnes, c'est un peu comme si demain, Jean-Luc Mélenchon arrive président de la République. Je peux vous dire que je vais avoir beaucoup de gens sur le borderless entrepreneur. C'était une vague de crainte et ça faisait excessivement peur aux entrepreneurs. Et l'histoire, elle va commencer dans une petite île au milieu de l'océan Atlantique, sur une île qui a inventé les shorts, ce qu'on appellera aujourd'hui les Bermudas, effrayant autant les navigateurs par son triangle que les agents du fisc. C'est les Bermudes. C'est un archipel sous dépendance anglo-saxonne, un havre d'impôts, un paradis fiscal et surtout paradis juridique. Les trusts, qui sont des conceptions anglo-saxonnes, les trusts aux Bermudes permettent notamment de mettre à l'abri le patrimoine de riches industriels français, permettent d'éviter les droits de succession et de sécuriser et piloter l'héritage. Ça veut dire, comme dans le cas de Johnny Hallyday, même si ça n'a pas totalement marché, si vous décidez de déshériter un enfant ou encore favoriser une maîtresse bienveillante et travailleuse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le bouche à oreille fonctionne à merveille et l'avocat lui-même décide d'ouvrir son propre trust au lieu de laisser son argent dans la banque connue pour avoir son écureuil. Et là où les problèmes commencent à arriver sont bien après. Donc c'est les clients affluent, les gens apprécient, c'est les années d'or du trust aux Bermudes. Là où cela vient tout chambouler et ce qui viennent entraîner la fin des Bermudes, c'est en 2009 qu'un événement vient tout chambouler. C'est le carnage à Wall Street. Les titres des plus importantes sociétés financières dégringolent. On assiste à des ventes rapides sur tous les marchés. Les dommages se sont répandus à tous les niveaux. Le Nasdaq s'effondre, l'indice boursier des valeurs industrielles plonge et le pétrole coule. Une chute de 180 points vient de s'ajouter à cet effondrement. On entend des clameurs sur le parquet. On vient de perdre 260 points en une fraction de seconde. Pour l'instant, l'indice boursier des valeurs industrielles est en baisse de 500 points. L'entête du nouveau rapport interne est sinistre, ce qui laisse présager que ça pourrait bien être le pire marché immobilier de cette génération. On vient maintenant d'atteindre un sommet à 7,24. C'est la plus grosse perte qu'on a enregistrée aujourd'hui. On s'apprête à passer à l'histoire. Les investisseurs ont la tête sur le billot depuis qu'une autre banque est sur le point de s'effondrer. En effet,
suite à la crise des subprimes qui est intervenue en 2007, 2008, 2009, les États ils se concentrent sur ces millions qui partent cachés dans des zones non réglementées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne cherchaient pas l'argent de la fraude fiscale à premier lieu, même si effectivement ils avaient dû renflouer les banques et que par conséquent de l'argent public qui n'était pas taxé, c'était une manne à aller chercher. C'était surtout à l'époque de la lutte contre de la réglementation bancaire, on ne voulait pas que des banques françaises qu'on a renflouées se servent d'une filiale aux Bermudes pour continuer à exercer comme avant. Tout simplement. Donc, ces zones non réglementées, ils ont décidé de faire les États du G8 pour sauver le système bancaire après avoir réinjecté des sommes d'argent massives. Ils voulaient pas tout simplement que cet argent il disparaisse dans des filiales de paradis fiscaux et alimenter la spéculation. Pour faire cela, il a fallu mettre fin au secret bancaire. Comme je vous l'avais promis en 2009, nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux. Fantastique, la course pour maintenant, je le dis sous contrôle d'Éric Woerth, pour tous ces pays qui veulent signer une convention fiscale avec la France. On leur demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Et le secret bancaire a été notamment revendiqué par Sarkozy. Les Bermudes, ils n'échappent pas à la règle. Ils sont obligés de signer une convention fiscale avec la France, convention fiscale qui met fin à l'opacité offerte par les Bermudes. Et là, ça entraîne une très grosse frayeur chez les clients. Avant les conventions fiscales, les États, quand ils recevaient une demande de la France, pour utiliser un langage qu'on va reprendre dans un extrait, ils pouvaient se torcher le cul avec la demande officielle de la France. La seule raison qui pousserait la Banque Réale de Genève à coopérer avec une autorité étrangère serait que le crime qui est poursuivi soit aussi considéré comme un crime en Suisse. Mais il y a peu de lois suisses qui répriment ce genre de petites irrégularités. Financièrement parlant, vous êtes au paradis. Et je vous avais dit qu'il était fantastique. Et même si le département de la justice américaine envoyait une assignation, ce serait pour nous du papier toilette. On s'en servirait pour se torcher. Avec les demandes d'assistance des autres pays. Il n'y avait même pas de nom sur les comptes bancaires. Les comptes numérotés, c'est que quand vous faisiez un virement, il n'y avait pas votre nom qui apparaissait, c'était des numéros. Donc, il fallait mettre fin à ce secret bancaire. Et c'est là que réellement la migration vers le Québec s'est opérée. Ça a été fait notamment suite à la rencontre d'un banquier new-yorkais qui est notamment actionnaire d'une boutique financière à Montréal, qui a été fondée par un Suisse devenu Canadien depuis, et c'est là que le Québec, et notamment la société Blue Bridge, qui est une petite société toute simple avec des consultants qui s'occupent de portefeuilles et qui gèrent quelques millions de dollars canadiens, fait son apparition. Et l'avocat, le fameux avocat, le Plevenec, lorsqu'il commence à jeter un regard au Canada, à la législation canadienne, il se rend compte d'une chose fort intéressante, qu'il y a un jackpot possible grâce à la convention fiscale. Alors, je dois avouer que cela me fait sourire car récemment j'avais eu un commentaire d'une personne insatisfaite dans le Borderless Entrepreneur qui me disait « Ouais, tu nous mets une partie sur les conventions fiscales, ça nous sert à rien ». Pour comprendre une convention fiscale, il faut d'abord comprendre comment elle se lit, car c'est notamment la base du droit international. Donc ça me fait sourire à titre d'anecdote. L'avocat français, il remarque cette faille car la convention elle date de 1975. Rappelons que la France n'a transposé la loi sur les trusts que dans les années 2010, c'est-à-dire qu'en 1975, la France ignorait complètement les trusts. Elle englobe bien les revenus du trust. Les revenus du trust, c'est revenus du capital. Mais aucune mention, quant à elle, n'est portée sur le capital. Ça veut dire ce qui est confié au trust. Et cette faille, dans cette convention datant de 1975, rappelez-vous ce qu'est le capital. C'est tout le patrimoine du trust. Les revenus du trust vont être fiscalisés, cependant, rien ne sera fiscalisé au niveau
du patrimoine du trust. Et par conséquent, les clients, ils vont payer les sommes qui leur sont transférées, mais le capital reste non imposable. Et le capital n'étant pas taxé, cela permet ainsi d'éviter une méchante taxe injuste sur le patrimoine. Vous l'avez sans doute reconnu. Cela permet d'éviter l'ISF, l'impôt sur la solidarité, l'impôt solidarité sur la fortune. Et on peut se poser la question, l'ISF, est-ce que c'est un gros impôt? L'ISF, souvent à la télé, notamment avec les Gilets jaunes, on a pu entendre que ceux qui défendaient l'abrogation de l'ISF disaient que c'était un impôt injuste et qui ne rapportait pas beaucoup d'argent car justement les riches ne payaient pas l'ISF. Et c'est plus un impôt symbolique pour les gens. Le pourcentage de l'impôt, il faut comprendre comment il fonctionne. C'est un impôt que vous payez sur votre patrimoine. Le pourcentage, il n'est pas énorme. C'est autour de 1% et ça montait jusqu'à 1,8 au-dessus de plus de 16 millions d'euros. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le patrimoine qui est taxé, c'est le patrimoine que vous avez constitué sur lequel vous avez déjà payé des impôts. D'où le terme impôt injuste. Pour se rendre compte des sommes de ce petit pourcent et pour bien comprendre les mécanismes qui sont mis en place par les très riches, dans l'article de Libération, il est fait état d'un trust Jonction. Le trust évoqué par Jonction, il aurait 1 milliard d'euros d'actifs dans ce trust. Si on prend la tranche haute qui frappait les patrimoines de plus de 16 millions d'euros, 100 millions de francs, le taux était en 2000 de 1,8%. Et si on rapporte cela au trust Jonction, évoqué par Libération, cela fait 18 millions d'euros d'ISF par an. Sur 10 ans, ça fait 180 millions d'euros. Là, ça commence à vous parler. Donc, si vous le comparez aux quelques centaines de milliers d'euros qu'ils ont dû payer en frais de gestion qui étaient facturés par Blue Ridge, ça devait se facturer en 200, 300, 400, 500 000 euros par an. C'était tout de même ultra rentable. Tu vas pas essayer d'économiser 10 000 balles d'ISF et dépenser 250 000 euros de frais de gestion. Si tu le fais, c'est pas très très intelligent. Et là a commencé un peu le temps est passé et il y a eu un peu le début des emmerdes, si on peut les qualifier de la sorte. C'est que il y a une loi de finances rectificative qui vient tout chambouler et qui vient chambouler un peu ce folklore québécois, notamment en obligeant les propriétaires de trust à les déclarer à Bercy et à payer l'impôt dessus. Techniquement, ce sont les administrateurs, donc les trustees. En l'espèce, et dans ce cas-là, c'est Blue Ridge, la société québécoise, qui doit faire la déclaration. Cependant, l'amende, elle est payée solidairement, autant dire que c'est le client qui payera tout le temps l'amende. Les administrateurs de Blue Ridge recommandent cependant des changements de résidence fiscale. On sent qu'ils sont très confiants, et notamment de changer la résidence fiscale à Londres ou à Bruxelles à leurs clients français détenteurs de trust au Québec. Et même s'ils ont un sentiment de sécurité, ce qui provoque ce sentiment de sécurité, il vient de la convention fiscale qui revient devant. Il faut comprendre que une convention fiscale internationale, ça a la valeur d'un traité international, donc c'est supérieur aux lois locales. Et il y a un principe de primauté. Mais il y a également le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une loi française qui décide de taxer à l'ISF des trusts, mais si le capital n'est pas taxé dans la convention fiscale et que la convention fiscale, en quelque sorte, vient mettre en échec la loi fiscale française, il n'y aura pas de taxation. Ça sert à ça. Et grosso modo, cela veut dire qu'en matière de fiscalité internationale, vous devez d'abord regarder le droit interne. On se fout pas de la loi de la France, on se fout pas de la loi de l'Estonie, comme le disait un grand web entrepreneur sur l'expatriation. Son prénom commence par Maxence et finit par Rigotier.
il faut d'abord apprécier le droit interne, ensuite vous regardez si la convention fiscale s'oppose ou non à l'application de la loi fiscale. C'est notamment 2 arrêts très importants en France qui ont fait ce principe. C'est l'arrêt Schneider Electric en 2002, si je dis pas de bêtises, et l'arrêt Céline, filiale de LVMH sur la déduction de retenue à la source d'une entreprise déficitaire française sur la déduction de ses revenus de retenue à la source. C'était au Japon, si je dis pas de bêtises. Ensuite, là, ça a commencé à aller un peu plus loin. Et c'est ce que j'aime bien dire par les connexions se font. Je vous ai pas vu, je vous dis, je vous ai pas vu. Si je vous vois, je pile sur mes freins. Hein. Les connexions se font. Hein. Il faut savoir que lors d'un contrôle fiscal d'un riche contribuable français sur les années 2009 à 2011, c'est le premier contrôle, ça entraînait également un second contrôle fiscal sur un autre riche contribuable, et là on se rendait compte que les personnes recevaient les revenus de même structure. Des demandes de renseignements ont été d'abord effectuées au Canada à la société Bluebridge, laquelle se montre excessivement coopérative, et ce jusqu'en 2015. Après 2015, ça a changé. Après 2015, le Bluebridge s'est montré beaucoup moins coopératif. En effet, Bluebridge va engager une procédure au Canada pour refuser la communication d'éléments aux autorités fiscales françaises en opposant notamment le risque fiscal. C'est-à-dire que la société est allée voir la justice canadienne en disant il ne faut pas transmettre à la France les informations fiscales sur les détenteurs de trusts à Québec, car cela va entraîner une double imposition, car les trusts ils sont imposés au Canada, et en quelque sorte, ça entraînera une double pénalité pour leurs clients. C'est pour ça qu'il ne faut pas transférer les informations. Depuis, il y a un refus de communiquer. Strict. Hein. On attend des décisions de justice. Sans doute que cet article et la révélation un peu avant les élections présidentielles devraient faire bouger les choses. Depuis, il n'y a eu aucune communication. Et il faut comprendre que c'est très intéressant et c'est assez novateur, car il est quasiment impossible, et je ne connaissais pas d'exemple similaire visant à empêcher la communication d'informations à une banque, d'une banque aux autorités fiscales. Quand la France a demandé les comptes de Jérôme Cahuzac, la banque a dit non, je vous communique pas, car ça pourrait lui entraîner une double imposition. Jérôme Cahuzac, ses comptes ils ont été transmis, terminé, bonsoir, revenez demain matin. Également en France, il y a eu des dépôts de plainte. Des dépôts de plainte, c'est que tout simplement le parquet national français, le PNF, il a déposé plainte pour notamment fraude fiscale aggravée. On en avait parlé sur un exemple de fausse domiciliation à l'étranger. Complicité de fraude fiscale, on en avait parlé également dans cette vidéo. Blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ça, le blanchiment de fraude fiscale, on l'avait également expliqué, c'est ce qui permet de rendre imprescriptible, grosso modo, la fraude fiscale. C'est qu'en fait, la fraude fiscale, comme tout délit, a une prescription. Le blanchiment commence à prescrire après qu'il ait été découvert. C'est-à-dire que si vous avez blanchi l'argent en 1980, qu'on le découvre qu'en 2030, les délais commenceront à courir en 2030. Ça est également une association de malfaiteurs. Ces plaintes visent également et particulièrement les gérants de Bluebridge pour avoir apporté leur concours à la réalisation d'un schéma de fraude fiscale en bande organisée. Elles visent également certains avocats, certains notaires en France. C'est également, et ça c'est très important à comprendre, la limite des recommandations YouTube formateurs forum. Y2F, j'ai envie de les appeler, qui vont recommander notamment à leur audience de tout le temps utiliser les mêmes prestataires, de s'échanger les bons plans. Par exemple, quand on avait parlé de cette affaire de domiciliation qui ne marche plus, ils étaient 10. S'il y en avait un qui se faisait toper, ils se faisaient tous toper, les mecs. Et en fait, les clients se faisaient eux-mêmes la pub. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, cela peut entraîner vraiment des conséquences graves. Et si vous faites n'importe quoi, et on le voit notamment avec les LLC au Delaware, toutes les personnes qui ont des LLC au Delaware, ils sont tous passés par le même créateur d'entreprise, ils ont tous la même adresse. C'est que le numéro de la boîte postale qui change, à Newark, au Galton Road, pour ne citer personne.
Donc pensez à ça également. Également, dans un exemple un peu plus pour avoir une idée des conséquences et de ce qui a été utilisé, c'est qu'il y a eu de la pratique d'écoute téléphonique, que ce soit sur des téléphones suisses, canadiens, français, américains. Il y a eu un suivi des voyages des personnes concernées en Europe et en Suisse. Il y a eu des perquisitions chez l'avocat, chez un notaire et plusieurs autres avocats. Les dirigeants canadiens de Blue Bridge désormais évitent d'aller en France et rencontrent désormais leurs clients à Londres et en Suisse. Mais c'est aujourd'hui les employés de la société qui, pour éviter d'avoir des problèmes, ont fourni des informations, d'après ce qui est dit dans l'article, qui ont fourni des informations au fisc. Le litige canadien qui a empêché la transmission des informations fait qu'il n'y a aucune mise en examen qui a été prononcée jusqu'ici, mais il y a un nouveau juge d'instruction qui a été saisi en septembre 2021. Je trouve ça un peu opportun que l'article arrive dans la presse. C'est un très bon moyen pour faire bouger les choses, car le litige canadien, il bloque toujours la communication des informations. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a des moyens de grand banditisme qui ont été employés et que pour l'instant, on ne sait pas si le raisonnement juridique qu'ils ont effectué, notamment est-ce que la convention fiscale fait échec à l'imposition à l'ISF des revenus des trusts au Québec, on le sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est de la fraude fiscale ou si c'est de l'optimisation fiscale. L'une est légale, l'autre est complètement illégale. Donc pour l'instant, rien n'a été jugé. Donc il va être très intéressant de voir les suites à donner dans ce dossier. En plus du trust de Johnny, qui avait été mis notamment au décès de Johnny Hallyday, où ce dernier, comme on l'avait dit au début, avait transféré ses royalties des maisons de disques, des motos, des voitures aussi à un trust, le JPS Trust pour Jean-Philippe Smet, qui est le nom de Johnny Hallyday. Le seul bénéficiaire était Laetitia Hallyday et il avait totalement déshérité ses enfants. Et également, plus récemment, il y a le Akram Auger Trust qui a été créé par Akram Auger. Vous connaissez peut-être Akram Auger Junior sur YouTube, célèbre et talentueux youtubeur français que je suis personnellement. Il y a une affaire dans ça devant le tribunal des îles Caïmans, si je dis pas de bêtises. Dans le cas du trust Akram Auger, il faut savoir que la structure est faite de cette manière. Il y a Akram Auger Trust qui supervise le groupe TAG Limited, qui est une holding internationale avec un capital de 100 millions de dollars. Donc c'est pas la petite holding où on a juste mis holding dans le titre, qui contrôle de nombreuses filiales, qui a des prises de participation, notamment dans le constructeur McLaren Group. McLaren Group, lorsqu'il verse des revenus, revient à groupe TAG, et tout est géré par le trust Akram Auger pour le compte des bénéficiaires qui ont été établis dès le début. C'est à ça que sert un trust. Ça sert vraiment à gérer sa fin de vie. Si Bernard Arnault voulait aller en Belgique, c'était principalement pour avoir recours à la succession belge et également avoir la possibilité d'utiliser des fondations de droit belge pour organiser sa succession. Dans la presse, voilà, c'était le 16 novembre 2021 aux îles Caïmans. 5 mois après la mort de Mansour Auger, les disputes commencent. L'homme d'enfer franco-saoudien possédait jusqu'en 2019 le groupe TAG, ancien propriétaire de l'horloger TAG Heuer, actionnaire de l'écurie McLaren. Ce groupe accuse aujourd'hui Mansour Auger d'avoir trop favorisé sa famille dans le partage des profits. Le plaignant est le Akram Auger Trust, instrument financier au nom du père Mansour Auger, du père de Mansour Auger, un multimilliardaire syrien qui a fait carrière dans l'industrie de l'armement. Il fut notamment les intermédiaires, ça on s'en fout. Comme technique d'avant-garde, toujours basé au Luxembourg, ça c'est une erreur, ça a été déplacé du Luxembourg à Jersey. TAG Aviation, comme ce dernier est décédé, les actionnaires du groupe TAG accusent ses héritiers, The Estate of Mansour Auger, donc l'héritage, et le 21st Century Trust Company qui gère Mansour Auger Trust, structure créée pour subvenir aux besoins de sa famille. Les faits reprochés sont les suivants. Le 30 octobre 2015, ou autour de cette date, TAG Group Limited a conclu des instruments de révocation de déclaration de fiducie et de nouvelles déclarations de fiducie.
c'est le terme pour trust, concernant des accords de participation aux bénéfices qui, entre autres, auraient bénéficié à Mansour, qui, à sa demande, ont bénéficié au MAO Trust, étant un règlement établi par Mansour au profit de sa famille. Comprenez, en 2015, Mansour Roger aurait favorisé sa famille dans la répartition des bénéfices du groupe TAG. Ce faisant, il aurait, selon les plaignants, manqué à son devoir car les nouvelles déclarations violaient la règle interdisant à un fiduciaire de tirer un profit de sa position. Les actionnaires du TAG Group réclament ainsi des compensations financières. Il n'en précise toutefois pas le montant dans la plainte, mais dans l'univers des OG, les sommes en jeu sont jamais dérisoires. En 2019, un ranch appartenant à Mansour Roger était mis en vente 110 millions de dollars près de Santa Barbara en Californie. Un record. Et la famille Evas, il y a d'abord Naed Hodge, veuve d'Akram et belle-mère de Mansour, pincée à Genève avec un faux passeport comme le relatait Gotham City en février 2019, puis la fille de celle-ci, bon c'est le fils, pauvre, pauvre Akram Hodge Junior, c'est pas une fille, c'est un mec, demi-frère de Mansour, youtubeur à succès, amateur de voitures de luxe et auteur du livre Rêve automobile. Il se pourrait donc que cette galaxie, héritiers d'Akram Hodge, en veuille à ceux de Mansour Hodge, les partisans du père contre ceux du fils. La justice des îles Caïmans a bien du travail. C'était le 16, donc c'est surtout que c'est un youtubeur qui est connu en France, Akram Hodge Junior. Donc c'était intéressant de l'évoquer. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Les trusts, ils ont connu, pour bien dire, leur belle époque. C'est aujourd'hui plus un outil de gestion patrimoniale. En réalité, cela l'a toujours été, même si ça avait été largement détourné comme outil d'évasion et de fraude fiscale. C'est pareil pour les fondations, c'est exactement le même principe. C'est un outil exceptionnel, mais qui vient avec des frais exceptionnellement élevés. Il faut savoir que les frais de gestion tournent au bas mot à autour de 200 000 à 300 000 euros annuels. Donc, c'est pas des petits montants. Vous n'allez pas monter un trust pour quelquefois j'entends des gens qui disent ouais je vais faire une LLC, je vais la faire détenir par un trust, tu gagnes combien? 50 000 euros par an. Ah ben tu vas être un peu short mon loulou, hein. Tu vas être un peu short, c'est comme gagner au PMU 10 000 euros et dire je vais chez Ferrari acheter une Ferrari neuve, tu vas être un peu short. Donc retenez, c'est des outils qui sont aujourd'hui très utilisés dans la planification patrimoniale, dans la planification successorale. C'est des outils qui sont d'abord très très chers, qui sont réservés à une élite et qui aujourd'hui ne procurent pas les mêmes avantages qu'avant. Et on retombe un peu sur la vidéo qu'on avait fait sur le 0,005%. L'avantage des trusts était en fait une distorsion entre la loi d'un autre pays et la loi française qui ne considérait pas cet outil. En ne considérant pas cet outil, il ne pouvait pas être taxé. Donc il faut bien le comprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de mieux comprendre cet outil juridique, que lorsque vous allez voir des articles, peut-être des passages télé sur cet ISF Gate, que vous comprendrez comment ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce. Ça permet d'aider au référencement et nous pousser à créer plus de contenu. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à rejoindre notre Telegram et participer au prochain vote pour la vidéo de la communauté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. Je ne sais jamais quand vous regarderez cette vidéo. Ciao, ciao.